Bonjour à tous. Je veux faire une très courte vidéo parce que quelque chose de très important vient de se passer à la Maison-Blanche, ce qui est vraiment sans précédent, du moins pas que je me souvienne de mon temps. Nous avons eu une altercation à la Maison-Blanche entre deux présidents, le président des États-Unis et le président de l'Ukraine. Ce qui vient de se dérouler ici est vraiment assez inédit et cela fait partie de la nouvelle forme de... Certaines personnes appellent cela de la diplomatie. Je l'appellerais la façon de Trump de négocier des accords de grande puissance, bien que ce soit plus des accords entre une grande puissance et ses États satellites. Pourquoi ne regardez-vous pas d'abord la vidéo? Elle dure environ 7 ou 8 minutes, et je commenterai juste après. Veuillez y jeter un œil. Une fois cette affaire réglée, vous voyez la haine qu'il a pour Poutine. C'est très difficile pour moi de conclure un accord avec ce genre de haine. Il a une haine immense. Et je comprends cela. Mais je peux vous dire que l'autre camp n'est pas exactement amoureux de lui non plus. Donc ce n'est pas une question d'alignement. Je suis aligné avec le monde. Je veux régler cette affaire. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si nous pouvons conclure cet accord. Vous voulez que je sois dur. Je pourrais être plus dur que n'importe quel être humain que vous ayez jamais vu. Je serais tellement dur. Mais vous n'obtiendrez jamais un accord de cette façon. Voilà comment ça se passe. Encore une question. Je vais répondre à cela. Alors écoutez, pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui se tenait aux conférences de presse et parlait durement de Vladimir Poutine. Et puis Poutine a envahi l'Ukraine et détruit une partie importante du pays. Le chemin vers la paix et le chemin vers la prospérité passent peut-être par la diplomatie. Nous avons essayé la voie de Joe Biden en bombant le torse et en prétendant que les mots du président des États-Unis comptaient plus que les actions du président des États-Unis. Ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'engagement de l'Amérique dans la diplomatie. C'est ce que fait le président Trump. Puis-je vous demander? Bien sûr. Oui. Oui. D'accord. Donc il a occupé des parties, de grandes parties de l'Ukraine, des parties de l'Est et la Crimée. Il l'a occupé en 2014. Pendant de nombreuses années, je ne parle pas seulement de Biden, mais à cette époque, c'était Obama, puis le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, et Dieu merci, maintenant le président Trump l'arrêtera, mais pendant 2014, personne ne l'a arrêté. Il a juste occupé et pris. Il a tué des gens. Vous savez ce qu'est la ligne de contact? 2014, je n'étais pas là. C'est exactement ça. Oui, mais de 2014 à 2022, la situation était la même. Is small, is merciful, lining de contact. Seps no loyalty. During 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him. Vous savez que nous avons eu des conversations avec lui, beaucoup de conversations, ma conversation bilatérale, et nous avons signé avec lui, moi, en tant que nouveau président en 2019. J'ai signé avec lui l'accord. J'ai signé avec lui Macron et Merkel. Nous avons signé un cessez-le-feu. Cessez-le-feu. Tous m'ont dit, il ne partirait jamais. Nous avons signé avec lui un contrat de gaz. Contrat de gaz. Oui, mais après cela, il a rompu ce cessez-le-feu. Il a tué notre peuple. Et il n'a pas échangé les prisonniers. Nous avons signé l'échange de prisonniers, mais il ne l'a pas fait. De quelle diplomatie, je dis, parlez-vous? Que voulez-vous dire? Je parle du type de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il est irrespectueux de venir dans le bureau ovale et d'essayer de plaider cela devant les médias américains. En ce moment, vous allez partout et forcer des conscrits sur les lignes de front parce que vous avez des problèmes de main-d'œuvre. Vous devriez remercier le président d'essayer de mettre fin à ce conflit.
Êtes-vous déjà allé en Ukraine pour dire quels problèmes nous avons? J'y suis allé, j'ai effectivement regardé et vu les histoires, et je sais ce qui se passe, c'est que vous amenez des gens, vous les emmenez dans une tournée de propagande, Monsieur le Président. N'êtes-vous pas d'accord que vous avez eu des problèmes pour amener des gens dans votre armée? Et pensez-vous qu'il est respectueux de venir dans le bureau ovale des États-Unis d'Amérique et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays? Beaucoup de questions. Commençons par le début. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un bel océan. Vous ne le ressentez pas maintenant, mais vous le ressentirez à l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez pas la guerre. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Je ne vous le dis pas parce que vous n'êtes pas en position de le dicter. Souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas en position de dicter ce que nous allons ressentir. Vous allez vous sentir très bien. Nous allons nous sentir très bien et très fort. Vous avez raison. Vous n'êtes pas dans une très bonne position. Vous vous êtes permis d'être dans une très mauvaise position. Et il se trouve qu'il a raison à ce sujet. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes. En ce moment, vous jouez aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays, ce pays. C'est de retour à vous. Bien plus que beaucoup de gens ont dit qu'ils devraient avoir. Avez-vous dit une swing? Non, pendant toute cette réunion, vous n'avez pas dit merci. Vous êtes allé en Pennsylvanie et avez fait campagne pour l'opposition en octobre. Exprimez quelques mots de gratitude pour les États-Unis d'Amérique et le président qui essaye de sauver votre pays. S'il vous plaît, vous pensez que si vous parlez très fort de la guerre, vous pouvez... Il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en grand danger. Attendez une minute. Non, non. Vous avez beaucoup parlé. Votre pays est en grand danger. Je sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas ça. Vous avez une sacrée bonne chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous restons dans notre pays. Restons forts depuis le tout début de la guerre. Nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. J'ai remercié dans ce cabinet. Nous vous avons donné, par l'intermédiaire de ce président stupide, 350 milliards de dollars. Nous vous avons fourni du matériel militaire et vous avez été courageux, mais ils ont dû utiliser notre matériel militaire. Si vous n'aviez pas eu notre matériel militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. Dans 3 jours, je l'ai entendu de Poutine. Dans 3 jours, c'est quelque chose de nouveau, peut-être moins. Dans 2 semaines, bien sûr, oui. Ça va être très difficile de faire des affaires comme ça. Je vous le dis, dites merci. Sauf qu'il y a des désaccords, et allons régler ces désaccords, plutôt que d'essayer de les régler dans les médias américains quand vous avez tort. Nous savons que vous avez tort. Mais vous voyez, je pense qu'il est bon pour le peuple américain de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi j'ai continué aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes. Vous êtes enterrés là. Des gens meurent. Manquez de soldats. Vous manquez de soldats. Ce serait une sacrée bonne chose. Puis vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux y aller. Et je vous laisse là. Écoutez, si vous pouviez obtenir un cessez-le-feu maintenant, je vous le dis, vous le prendriez pour que les balles cessent de voler
et que vos hommes cessent de se faire tuer. Bien sûr, nous aurons gang. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Mais je vous ai dit que je veux un cessez-le-feu avec des garanties. Parce que vous obtiendrez un cessez-le-feu plus rapidement qu'un accord. Demandez à notre peuple ce qu'il pense d'un cessez-le-feu. Ce n'était pas avec moi. Cela ne vous importe pas ce que cela signifie. Ce n'était pas avec moi. C'était avec un gars nommé Biden, qui n'était pas une personne intelligente. C'était avec Obama. C'était votre président. Excusez-moi. C'était avec Obama qui vous a donné des draps et moi je vous ai donné des javelots. Je vous ai donné les javelots pour détruire tous ces chars. Obama vous a donné des draps. En fait, la déclaration est Obama a donné des draps et Trump a donné des javelots. Vous devez être plus reconnaissant. Parce que laissez-moi vous dire, vous n'avez pas les cartes. Avec nous, vous avez les cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte. Une question de plus pour Monsieur le Vice-président, je suis désolé. Ça va être un accord difficile à conclure, car les mentalités doivent changer. Que se passe-t-il si la Russie rompt le cessez-le-feu? Que se passe-t-il si la Russie... C'est quelque chose, n'est-ce pas? Je veux dire tout d'abord, le fait que cela ait duré si longtemps, qu'il y ait eu une dispute publique devant les caméras, et que les deux parties aient maintenant montré qu'elles sont sur des positions complètement différentes devant les caméras du bureau ovale, diffusées maintenant dans le monde entier. Cela met l'Ukraine dans une position très faible. Le fait que Donald Trump ait dit que vous êtes dans une position faible, que vous n'avez pas de carte, que vous n'avez pas de levier, et que vous devez être reconnaissant, c'est juste une façon dont personne ne pensait que la relation évoluerait. Je veux dire, souvenez-vous simplement que pendant les 4 dernières années, le prétexte était que l'Ukraine et les États-Unis sont des partenaires égaux dans une alliance contre la Russie, le mal pur qui vient de Russie. Et maintenant, le changement que M. Trump apporte est qu'il clarifie qui est le patron et qui est l'État client. Et dans une bonne mesure, monsieur, Trump l'a déjà fait avec les Français et les Britanniques, lorsque Macron a visité lundi, et ensuite Starmer a visité jeudi, bien que cela n'ait jamais atteint cette ampleur. Mais le fait est que M. Trump a négocié publiquement, essentiellement avec ces personnes devant les caméras, car c'est le moyen le plus rapide pour lui d'affirmer sa position. Et il rend cela parfaitement clair à l'ensemble de la population des États-Unis, où il se dirige avec ses négociations. Et c'est nouveau. Ce n'est pas ainsi que la diplomatie se fait habituellement en Europe, dans des sessions à huis clos, où l'on construit la confiance. Il fait tout cela publiquement, et il le fait d'une manière qui montre vraiment comment il a appris du monde des affaires à mettre les gens dans une position de faiblesse. Je veux dire, regardez juste cette configuration ici. C'est une manière très inconfortable de négocier, n'est-ce pas, dans ces chaises. Pour Donald Trump, cette chaise est plutôt correcte, parce qu'il est un homme grand, et il est imposant, et il peut la remplir. Il a aussi la confiance en soi pour remplir une grande chaise, et s'y asseoir avec des épaules larges. Mais pour quelqu'un comme Zelensky, avec sa taille, il nage dans cette chaise et doit constamment se pencher en avant. Et vous savez, si c'était un point de presse où ces personnes se tenaient derrière un podium, alors Zelensky aurait un podium auquel s'accrocher, et le podium serait devant lui. Ce serait une manière beaucoup plus confortable de transmettre n'importe quel type de message. Mais être forcé de transmettre un message en étant assis, avachi, et se montrant essentiellement dans une position de faiblesse, c'est en soi déjà une situation très inconfortable. Étant dans le bureau ovale du président des États-Unis, avoir des caméras qui tournent est encore une fois inconfortable. Et je pense que M. Trump a piégé M. Zelensky ici, le coinçant également avec son vice-président et poussant en fait M. Zelensky.
et il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège, il n'a pas pu se retenir. Il a posé cette question en retour et s'est montré désobéissant. Il aurait dû rester silencieux à ce stade. Il n'aurait pas dû attaquer son hôte, juste pour des raisons stratégiques. Bien que le problème, bien sûr, que M. Zelensky a à ce stade, est que s'il n'essaie pas au moins de défendre l'Ukraine, il paraîtra incroyablement faible chez lui. Donc, le mettre dans une telle situation serait mauvais pour lui, de toute façon. Mais répondre et finir par se retrouver dans cette confrontation verbale avec le président des États-Unis est en fait quelque chose qui aide davantage Donald Trump. M. Zelensky se trouve ici dans une position impossible. Ne vous méprenez pas. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour améliorer cela. Parce qu'encore une fois, s'il ne se levait pas, s'il ne répondait pas, il semblerait incroyablement faible chez lui. La seule chose qu'il n'a pas faite, et qu'il aurait peut-être dû faire, c'est de laisser tomber le masque de son côté également. La seule chose qu'il n'a pas dite, c'est « Vous nous avez poussé à cela. Vous nous avez dit de mener cette guerre. Nous l'avons fait, et maintenant, vous nous poignardez dans le dos. » Mais il ne peut pas. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas inverser le scénario comme Donald Trump le fait. Donald Trump a le grand avantage d'être le nouveau président. Il n'est pas M. Biden, et il l'a dit plusieurs fois. Négocieriez-vous cela? C'était avec le vieux. C'était avec Biden, et Biden était mauvais. Je suis le nouveau, et je suis bon, et je sais ce que je fais. Il a cet avantage que la présidence des États-Unis change, donc il peut se cacher derrière ça. Zelensky ne peut pas. Zelensky, à ce stade, devrait contre-attaquer en disant que c'est votre guerre. C'est une guerre que les États-Unis ont cherchée et voulue. Et d'ailleurs, Brian Berletic a fait cet argument très important que l'hostilité envers la Russie n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit sous Biden. Cela remonte plus loin. Et aussi, la désescalade que M. Trump fait maintenant remonte également plus loin. Et nous avons eu l'escalade sous Obama. Nous avons eu le redémarrage, n'est-ce pas? Donc, Brian Berletic soutient qu'il y a une longue série de cette tactique de désescalade juste pour se regrouper et ensuite repousser contre la Russie ou attaquer à nouveau la Russie. Mais le point est que, même sous Donald Trump, il n'y a pas eu de véritable tentative de parvenir à une entente avec la Russie. Je veux dire, M. Trump dit en fait dans cette vidéo, « Nous vous avons donné les javelins. Je vous ai donné les javelins, dit-il, n'est-ce pas? Ce sont les javelins. Ce sont les armes que Trump a données à l'Ukraine pendant sa première présidence. Donc il le dit vraiment. Il dit que nous, même moi, vous avons armé. Et c'est le moment où M. Zelensky aurait dû dire, « Regardez, vous avez causé ce désordre. » Vous nous y avez poussé. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est lié. Toute sa personnalité est liée au récit, selon lequel l'Ukraine a été attaquée sans provocation, que l'Ukraine n'a jamais rien fait de mal, qu'il n'y a jamais eu de provocation. Je veux dire, il a essayé de mettre cela en place, n'est-ce pas? Il a mis en place que les Russes continuaient à tuer notre peuple, même après les accords de Minsk. Il passe bien sûr sous silence le fait que nous avons maintenant Merkel, Hollande et Poroshenko, entre autres, qui disent que nous avons conçu ces accords pour gagner du temps, pour nous regrouper, pour nous réarmer, et le réarmement est ce qui s'est passé. Les javelins font partie de ce réarmement. Ce qu'il oublie de mentionner, c'est que c'était aussi le côté ukrainien qui, à maintes reprises, a bombardé le Donbass. 14 000 personnes sont mortes entre 2014 et 2022 dans le Donbass. La plupart d'entre elles dans les villes et villages du Donbass. Des personnes qui ont été bombardées par le côté ukrainien. C'est ce qu'il omet, bien sûr. Mais c'est là qu'il revient simplement à sa version du récit. Et il doit le faire. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est contre-attaquer dans cet échange, d'une manière qui l'aiderait,
à exposer correctement l'autre côté. Il est donc attaché à ce récit de la guerre, le récit dont nous avons parlé encore et encore sur cette chaîne et sur d'autres chaînes. Mais ce que fait M. Trump, c'est qu'il utilise maintenant ce récit contre M. Zelensky parce qu'il peut lui-même changer. Il le retourne. Il est le nouveau venu. M. Zelensky est l'ancien. Zelensky est attaché à ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et donc, ce que nous avons vu au cours de la semaine dernière, et Alexander Mercouris de The Duran l'a souligné sur sa chaîne dans son tout dernier épisode il y a quelques heures, c'est que les Européens, avec l'Ukraine, ont essayé de pousser M. Trump à donner des garanties de sécurité, non pas à l'Ukraine, mais en tant que soutien aux forces britanniques et françaises qui iraient travailler comme casque bleu pour M. Zelensky. Je veux dire, envoyer des troupes en Ukraine. Ce qui, en fait, serait exactement la même chose que de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine elle-même. Si vous donnez des garanties de sécurité aux troupes françaises et britanniques qui vont en Ukraine et leur dites « Si vous êtes attaqués par les Russes, alors nous viendrons à votre aide », alors vous avez essentiellement le même résultat que si vous donniez des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et d'abord, Macron a essayé lundi, puis il a échoué. Ensuite, M. Zelensky et Starmer ont essayé jeudi et ont échoué. Et maintenant, M. Zelensky, qui était censé conclure l'accord, a également échoué vendredi et n'a pas seulement échoué. Je veux dire, Trump a vraiment profité de cette occasion pour se mettre dans la position la plus forte possible. Et en fait, ce qu'il a fait maintenant, c'est dire que la partie lésée est en réalité les États-Unis parce qu'ils sont ingrats. Et maintenant, il peut relier cela à l'ingratitude. Les Européens ont essayé de créer cela. Ils ont essayé d'attirer M. Trump. Ils ont essayé de l'avoir en proposant l'accord minéral. C'est très important. Alexander Mercouris souligne très précisément que l'accord minéral a été initialement proposé. C'était une idée de l'Ukraine. L'idée était d'utiliser l'accord minier pour inciter les États-Unis à envoyer plus d'armes à l'automne, lorsque cela a été bloqué par le Congrès. Et l'accord minier que M. Trump utilise maintenant, il dit, regardez, d'accord, cet accord, c'est 350 milliards de dollars. Nous le voulons, mais nous ne le voulons pas pour vous donner plus d'armes. Nous le voulons en remboursement des armes et de l'assistance que nous vous avons déjà fournies. Et c'est bien sûr le contraire de ce que pensait M. Zelensky. Ce n'est pas une incitation pour des armes futures. C'est un remboursement pour les armes précédentes. Je veux dire, M. Trump a complètement renversé la situation ici. Et M. Trump veut maintenant cela, et il le martèle. Et maintenant, il crée un récit selon lequel la partie lésée est les États-Unis, parce que l'Ukraine n'est pas assez reconnaissante. Et il peut utiliser cela. Il peut continuer. Il peut aller plus loin et dire, par exemple, « Vous nous insultez et vous nous maltraitez, et nous sommes les victimes, n'est-ce pas ?» C'est souvent ce que fait une approche de harcèlement. Elle inverse la relation victime-harceleur, et il le fait. Je ne porte pas de jugement ici, pas du tout. C'est juste, à mon avis, ce qui se passe. Et il se met dans la position de la partie lésée. Et il peut utiliser cela à l'avenir, tant que Zelensky, l'Ukraine et les Européens ne sortent pas et ne disent pas « Regardez, mais nous leur avons dit. Nous leur avons dit de faire la guerre avec la Russie, et nous leur avons dit de ne pas faire la paix. » Tant qu'ils ne sont pas prêts à dire cela, il va maintenant pouvoir utiliser le fait que vous êtes ingrats. Vous ne dites pas assez merci parce que nous vous aidons. Nous vous sauvons. C'est extrêmement sans précédent dans la manière dont M. Trump mène la diplomatie des grandes puissances. Mais encore une fois, c'est de la diplomatie entre le grand patron et les satellites, n'est-ce pas? Et les satellites sont maintenant mis en place. Cela va avoir des répercussions négatives, bien sûr, sur la manière dont les États-Unis sont perçus en tant que leader d'alliance.
Les masques tombent. En un sens, c'est bien parce que cela va inciter les satellites à réellement changer leur stratégie et leur politique de sécurité. Mais c'est une grande gifle pour tous les satellites qui ont joué le jeu avec les États-Unis, comme le disent les États-Unis. Et maintenant, ce sont les États-Unis qui les giflent et les remettent à leur place, cessant de prétendre qu'ils sont des partenaires égaux. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Donc, M. Trump est en fait dans ce sens extrêmement honnête envers son propre peuple, envers le peuple d'Europe et envers le peuple d'Ukraine. Il représente en réalité le monde tel qu'il fonctionne réellement. Et ce n'est pas agréable. Ce n'est pas du tout agréable. C'est un monde dur, c'est un mauvais monde. Ce n'est pas un monde juste, mais c'est la réalité. C'est la réalité qui s'est déroulée au fil du temps. Nous verrons ce qui va se passer. C'est une nouvelle façon d'interagir. Tout type de leader qui se rend à Washington maintenant devra être très prudent et, espérons-le, apprendre une leçon que Donald Trump sait exactement comment utiliser les caméras vidéo en marche à des fins politiques. Merci. Thank you.